Bonjour. Alors, pour commencer déjà, j'ai vu que vous aviez une formation d'archéologue botaniste, ce qui m'a interrogée, parce que comment quand on est archéologue botaniste, on devient expert en thé-outil, connaisseur? Exactement. L'idée, en fait, assez simplement, c'est que une obsession pour moi depuis très jeune, ce sont les plantes. J'ai grandi à la campagne, dans un milieu très très végétal, et du coup, forcément, j'ai eu besoin de comprendre. J'ai commencé en archéologie avec le rôle de la plante sur les civilisations préhistoriques, et ensuite, j'ai voulu m'intéresser plutôt à une plante un peu plus vivante et arrêter de travailler sur des graines et des pollens fossiles ou sédimentaires, et avec l'idée donc d'avoir une plante que je pouvais manipuler, que je pouvais raconter, que je pouvais boire. Le thé faisant partie de ma vie, c'est devenu une évidence à un moment où j'ai voulu me consacrer totalement, pleinement et professionnellement à cette plante. Et donc ici dans votre boutique, magasin, qui est un petit peu comme une petite maison, on a vraiment l'impression d'être en Angleterre. Il y a la reine Elisabeth un peu partout. Comment ça se fait en fait que cet univers, il vient d'où? Cet univers, il raconte à la fois tout mon parcours et c'est mon ADN totalement, entre campagne anglaise et puis tradition française. Et quand j'ai pensé cette maison de thé, j'ai absolument voulu faire un lieu qui raconte aussi le produit. On a tous l'image du thé anglais, et donc pour moi c'est une évidence en fait, avec en plus tout le temps que j'ai passé en Angleterre, de faire un lieu qui ressemble un petit peu à l'Angleterre et, comme on aime souvent le dire, un petit peu aussi au Morvan d'où je viens. D'accord. Et du coup vous êtes passé aussi chez Fortune. Alors l'idée a été, je suis passé par plein de maisons qui toutes plus ou moins m'ont apporté m'ont formé sur des approches différentes du produit. Je suis passé par des maisons anglaises, par des maisons françaises. Et puis à un moment j'ai voulu voler de mes propres ailes pour raconter mon idée et mon goût du thé, à savoir le thé naturel. Ça c'est votre marque de fabrique, donc c'est quoi le thé naturel? Comment ça se... L'idée du thé naturel, déjà avant tout, c'est un thé le moins transformé possible, si je puis dire, donc où on ne va pas rajouter d'arômes, on ne va pas rajouter de parfum quel qu'il soit. Et c'est surtout une idée de comprendre en fait sa production et de comprendre qui est derrière ce produit et puis la notion de terroir. Donc pour résumer, c'est un thé totalement naturel avec une transparence et une traçabilité maîtrisée. D'accord. Et aujourd'hui, en France, en fait, finalement, il n'y a pas énormément de thé naturel, il y a beaucoup de thé trafiqué. Aujourd'hui en France, on a énormément de thé parfumé. On a des grandes maisons sur la place du marché qui en ont fait leur fer de lance, si je puis dire. Et il commence à y avoir du thé naturel, il y en a de plus en plus, heureusement, mais c'est aussi parce que le consommateur prend conscience aujourd'hui qu'il faut consommer différemment. Il s'interroge un peu plus sur ce qu'il consomme et de la façon dont il doit le consommer. Et la notion de traçabilité, de transparence et de circuit plus ou moins court est aujourd'hui une évidence. L'idée, c'est qu'il coche toutes les cases. Donc c'est un produit à la fois totalement éthique et solidaire, donc où l'idée c'est que les personnes qui vivent et travaillent dans ces plantations vivent décemment et véritablement et dans de très bonnes conditions, les meilleures possibles, et ensuite que la démarche agricole respecte l'environnement, et ensuite de se poser la question aussi que en travaillant mieux en fait la terre, en travaillant mieux et en respectant mieux l'humain, en fait on a un meilleur produit in fine qui fait forcément beaucoup plus de bien au consommateur final. L'idée du thé naturel, enfin comme moi je l'entends, c'est si je veux faire un thé à la rose, je vais prendre un thé noir ou un thé vert et je vais y ajouter des boutons de rose et des pétales de rose. Et si je choisis correctement mes produits, aussi bien mon thé que mes boutons de rose, en fait, j'aurais pas besoin de rajouter autre chose pour le parfumer. La même chose avec l'orange. Si je veux faire un thé à l'orange, je vais prendre des morceaux d'orange et la qualité de mes morceaux d'orange qui vont infuser en fait dans mon mélange va faire que j'ai pas besoin d'y ajouter d'arômes. Après, l'avantage des arômes, c'est que ça baisse le coût de fabrication. Et ça va permettre une plus grande longueur de vie, longévité dans le temps du coup du produit. Donc on va passer d'un produit qui va avoir une durée de vie et un parfum qui va avoir une durée de vie de 6 à 8 mois à un produit qui va pouvoir avoir une durée de vie de 4 ans.
Donc c'est vous qui sourcez tous vos thés et tous les produits qui entrent dans la composition du thé, c'est-à-dire les roses, les... Exactement, c'est totalement l'idée. Donc je vais sourcer les produits moi-même en direct des producteurs. Il peut arriver que le schéma local de commerce du thé sur le pays producteur soit différent et ne permette pas en fait, d'être en contact direct avec le producteur. À ce moment-là, on peut avoir un intermédiaire. Et pour tous les produits qui vont parfumer et que je vais utiliser dans mes mélanges, pareil, je les source ou je les choisis chez des producteurs ou des importateurs qui ont la même charte éthique et responsable que nous. L'important en fait dans une maison indépendante comme la nôtre, c'est de mettre en valeur le produit et le produit il existe grâce au producteur et donc c'est de s'assurer que la façon dont on va choisir le producteur, elle mérite et elle nécessite en fait notre intervention derrière pour le vendre et le transmettre en fait au consommateur final. Choisir un producteur et un bon producteur, c'est choisir la maîtrise en fait d'un savoir-faire. Et ça se voit en fait et ça se ressent très vite sur le produit. Ça va être une maîtrise de l'oxydation, une maîtrise du moment où on va faire le dessicage, donc qui est l'arrêt de l'oxydation. Et puis ensuite toutes les transformations qu'il peut y avoir après, les post-torréfactions, ce genre de choses qui vont faire qu'on a un produit fini maîtrisé, mais au cordeau. Enfin, c'est un travail d'orfèvre. Et moi, c'est ce qui me touche le plus. J'ai souvent le souvenir d'un producteur de Dansong où il ne fonctionnait qu'à l'observation. Il n'y avait pas de règles préétablies, clés en main, de se dire tant de minutes après telle opération il se passe ça. Ça c'est de la théorie parce qu'après il y a l'air ambiant, il y a la météo du jour, il y a tout ça qui rentre en compte et c'est ce que je trouve le plus fou en fait dans le monde du thé, c'est se dire que on peut tout maîtriser, on peut aussi ne rien maîtriser et que chaque jour il y a des producteurs de thé. Moi je pense au thé des Wuyishan par exemple avec les thés de roche où chaque jour pendant quasiment 3 mois ils peuvent risquer de perdre toute leur récolte parce qu'il suffit qu'il y ait 1 seconde de torréfaction de cuisson en trop et le produit est foutu et n'aura pas du tout en fait, la finesse qu'il devrait avoir in fine. Et le plus important en fait, c'est plus on est en contact avec le producteur et plus on peut comprendre l'importance de ces produits et l'intérêt d'être en direct avec eux. Si je choisis un thé sur un catalogue, il n'y a aucun intérêt parce que je vais pas comprendre en fait toute la démarche. Quand je suis sur place et que je rencontre en fait un producteur, je vais commencer par voir en fait l'attention qu'il a pour ses arbres, pour ses théiers, et ensuite que je vais voir tous les gestes qu'il va mettre en place pour transformer la feuille. J'ai la matière pour être serein, pour revendre et revendiquer ce produit et le transmettre. Moi souvent je pars toujours du principe et j'ai toujours été surpris qu'en Europe on mettait beaucoup en avant en fait, des grandes maisons de thé très tapageuses avec un fort marketing mais qui ne parlaient jamais des producteurs. Alors que sans le producteur en fait je suis rien. Moi je suis juste le passeur et en fait moi j'aime cette idée de me dire que je suis le passeur du produit et que je suis juste là pour donner les clés, et ce que j'ai fait aussi dans le manuel, de donner les clés pour mieux consommer et consommer plus éthique et plus sain. Et là sur la table, il y a plein de petites théières très, très jolies qui ressemblent à une dinette. Vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est ? Le principe en fait de ces théières, c'est la pratique du Gong Fu Cha, qui est une méthode d'infusion traditionnelle chinoise. C'est assez simple en fait. Dans ma théière, je vais mettre la même dose que si j'utilisais de thé que si j'utilisais une théière d'1 litre. Après, la seule différence va être le temps d'infusion puisque le volume d'eau sera beaucoup moins important. De cette façon-là, je vais réussir à développer en fait les arômes, avoir des arômes beaucoup plus concentrés sur le thé, et avoir un jeu de dégustation avec des passages successifs sur les mêmes feuilles. Et donc ça, c'est les tasses dans lesquelles on boit le thé, parce que c'est vraiment des toutes petites tasses. Oui, alors la version la plus petite, en fait, ça va être ce bol de quelques centilitres à peine, et puis on va aller jusqu'à une dizaine de centilitres ici, avec ce bol en céladon. L'idée vraiment, en fait, c'est que chaque région a un peu sa particularité. Dans certaines régions, on va boire davantage dans la porcelaine de Yin de Zen, par exemple, dans des grès chinois qui vont ressembler beaucoup, en fait, et avoir les mêmes propriétés que les grès bourguignons, type Saint-Amand, par exemple. Ici, le céladon. Et puis, on a aussi, après, des émaux
qui vont évoquer des dynasties beaucoup plus anciennes, et notamment le Jiang, en fait, qui est le bol typique du Fujian, sur lequel il y a un motif un peu dit en tache d'huile, ou fourrure de lapin, ou œil de perdrix, pas œil de perdrix, mais tache de perdrix, et qui vont du coup en fait donner le motif de la céramique, qui seront des choses qu'on reprendra ensuite plus tard en fait dans nos productions, nous en Europe, en fait, de porcelaine et de céramique au sens large. Ici, en fait, il y a beaucoup de bols chinois. Oui. Est-ce que chaque fois que vous utilisez des thés, c'est lié à du coup, des céramiques? Et par exemple, est-ce qu'il y en a une de Sèvres? Alors, on n'a pas foncièrement parlé des pièces qui sortent des manufactures de Sèvres, mais on a des pièces qui vont ressembler à ce qui a inspiré en fait les débuts de la manufacture de Vincennes puis de Sèvres. Avec ce genre de motifs sur des bols de la fin du 18e en mode avec des motifs Imari ou avec ce qu'on appelle vulgairement la famille rose ou la famille verte. Et ce sont ces bols-là en fait qui vont inspirer les motifs et les formes de ce que l'on va produire nous en Europe au moment où on va découvrir le thé. Et ce que moi je trouve intéressant, c'est que cette approche du thé-là, en fait, c'est ce qui va donner naissance donc, à notre façon de consommer le thé plus largement en Europe. Mais c'est aussi une façon de mieux comprendre aujourd'hui, via le Gongfu-cha, en fait, comment pouvait être consommé le thé au XVIIIe siècle, en fait, dans les porcelaines chinoises. C'est au moment où les Européens ont commencé à faire son commerce de façon très large avec l'Europe. J'ai commencé par réchauffer ma théière de façon à ce que j'infuse à la bonne température, qu'il n'y ait pas de perte de température au moment où je mets l'eau dans ma théière. J'ai mis ensuite mes feuilles à l'intérieur, ici donc les feuilles d'un tiguanine du Fujian. Et j'ai ensuite rincé mes feuilles, ce qui a permis en fait de commencer à ouvrir les feuilles qui sont enroulées sur elles-mêmes. Et ensuite j'ai mis l'eau chaude, une eau à 90 degrés, en infusion, une infusion assez rapide, puisqu'en fait on est sur un tout petit volume d'eau, que j'ai ensuite retransvasé dans ma verseuse pour permettre le service de toutes les personnes autour de la table. Donc là on est sur un thé bleu-vert du Fujian, de l'Anxi guanine, qui est intéressant parce que c'est un façonnage en fait en tête de libellule, comme l'appellent les Chinois, mais qui est très clairement une petite perle. Et on voit en fait au moment où on commence l'infusion que la feuille va se déployer et qu'on a une feuille qui est quasiment entière. Il nous manque à peine un demi-centimètre de chaque côté de la feuille. On est sur une variété de thé qui est intéressante parce qu'elle va développer des notes fleuries à l'infusion. Souvent le goût du thé est fabriqué à la base déjà par le cultivar en lui-même. Et ensuite, ce qui va être intéressant, c'est qu'on est sur un thé qui va supporter justement au Gongfu-cha
des multiples infusions, on va pouvoir faire jusqu'à 7-8 passages sans aucun problème. Des notes qui vont se développer donc plutôt végétales, humides, avec une pointe de fleurs, en fonction de nos références culturelles. Moi, il m'évoque beaucoup la fleur de lilas, mais de manière générale, on pourrait y retrouver quasiment tout type de fleurs blanches, jusqu'à la tubéreuse si je poussais davantage l'infusion, que je faisais une infusion un tout petit peu plus longue. On est sur le Fujian, qui est une région que je trouve très intéressante, puisqu'elle permet de balayer quasiment la totalité des familles de thé existantes. Du thé blanc, puisque c'est la région originelle véritablement où on fait tout ce thé d'aiguille, le ginseng et donc tous les thés blancs. Et puis ensuite des thés verts assez intéressants au moment du printemps. Et puis ensuite on continue avec les bleus verts, donc vulgairement en fait ce qu'on pourrait appeler les oolongs, pour ensuite avoir les bleus noirs, les thés un peu plus oxydés. La différence entre un thé bleu vert et un thé bleu noir tient dans l'oxydation des feuilles, puisque le bleu vert on va être à 30% maximum de l'oxydation de la feuille, sur un bleu noir on va être à 60 à 70% d'oxydation. Et